Mes doigts tremblants essayaient de composer le numéro tandis que les larmes brouillaient ma vision. Assise sur ce lit de camp improvisé, avec une fine couverture sur les épaules, je sentais le froid de la nuit pénétrer par les fissures et de la remise. Cette même remise où nous rangions les outils et les débris pendant des années était maintenant ma chambre, mon foyer. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon propre fils avait-il permis cela? Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous lisez cette histoire et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des histoires spanish comme celle-ci. Je suis Geneviève Dupont, j'ai 68 ans, et il y a à peine 6 mois, je dormais dans la suite principale de cette maison, la maison que j'avais moi-même dessinée aux côtés de Marcel, mon mari, que Dieu ait son âme. Chaque brique, chaque poutre, chaque recoin de cet endroit garde un souvenir de nous. C'est avec ses mains ridées que j'ai choisi les couleurs des murs, que j'ai planté les rosiers du jardin, que j'ai préparé les déjeuners du dimanche pour toute la famille. Et maintenant, je suis là, tremblante de froid dans une remise humide, pendant que j'entends les rires de Sophie, ma belle-fille, qui reçoit des amis pour un autre dîner dans le salon. Quand Marcel est parti il y a 1 an, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé sur son lit de mort. Prends soin de Thomas, Geneviève. Notre fils a encore besoin de soutien pour construire sa vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai transféré la maison au nom de Thomas après son mariage avec Sophie. Une jolie fille, toujours bien habillée, d'une famille importante, de Paris, du moins, c'est ce qu'elle disait. Mon Thomas, toujours si dévoué à ses études, si compagnon, semblait enchanté par elle. Maman, tu continueras à vivre dans la chambre d'amis, celle que nous avons construite pour grand-mère. Hélène, tu te souviens? Ce sera confortable et tu seras toujours près de nous, m'a-t-il assuré, tenant mes mains ce jour-là chez le notaire. J'ai cru. Comment ne pas croire mon propre fils? Pendant les 2 premiers mois, tout s'est bien passé. J'aidais à la cuisine, je m'occupais du jardin et je donnais même quelques conseils au couple. Mais j'ai vite remarqué les regards de Sophie quand j'entrais dans les pièces. La façon dont elle arrêtait de parler quand je m'approchais. Les commentaires déguisés sur les personnes qui ne savent pas quand il est temps de laisser de l'espace. Un mardi ordinaire, je suis revenue de la messe et j'ai trouvé mes affaires déplacées de la suite vers une des chambres plus petites, au fond de la maison. « Geneviève, j'espère que ça ne vous dérange pas, » a dit Sophie avec ce sourire artificiel. « Mes parents viennent nous rendre visite ce week-end et nous avons besoin de la suite pour eux. C'est juste pour quelques jours. » J'ai accepté en silence. Après tout, c'était à ses parents. Mais les quelques jours se sont transformés en 2 semaines, puis en 1 mois entier. Quand ses parents sont partis, mes affaires ne sont pas retournées dans la suite. Au lieu de cela, on m'a informé que la petite chambre serait mon nouveau petit coin. « C'est plus pratique, Madame Geneviève, » a expliqué Sophie. « Vous faites du bruit le matin et nous avons besoin de bien dormir. Thomas a travaillé tard avec Philippe. Philippe, le mari de ma fille Claire, un homme élégant, avec des costumes impeccables et des conversations sur des investissements que je ne comprenais jamais complètement. Il avait proposé un partenariat à Thomas, quelque chose sur le marché financier, des placements à haut rendement. Marcel aurait immédiatement eu des soupçons, mais mon fils était ébloui par l'idée de s'enrichir rapidement. Claire a toujours été plus comme son père, méfiante, prudente. Mais depuis qu'elle a rencontré Philippe, elle a changé. Elle est devenue plus distante, plus préoccupée par les apparences. Elle me rendait rarement visite. Quand j'ai suggéré à Thomas que les affaires de Philippe n'étaient peut-être pas aussi solides qu'elles le paraissaient, il s'est irrité. « Tu ne comprends rien aux finances, maman. Philippe m'aide à multiplier ce que papa a laissé. S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. » Ces mots m'ont profondément blessée, mais j'ai avalé ma douleur. Peut-être avait-il raison. Qu'est-ce qu'une vieille comme moi, qui ne savait que s'occuper de la maison et faire des comptes de base,
comprendrait aux investissements, mais la vérité, c'est que je comprenais, et beaucoup. Alors que Marcel était l'ingénieur qui signait les projets, j'étais celle qui administrait chaque centime de notre entreprise de construction pendant 30 ans. Chaque achat de matériel, chaque feuille de paie, chaque contrat. Je savais reconnaître des chiffres manipulés quand je les voyais. Et les papiers que Philippe montrait à mon fils avaient tous les signes d'une fraude. Mais comment le éprouver sans aliéner davantage mon fils? Le fond du gouffre est arrivé un dimanche. Je suis revenue d'un week-end chez ma sœur à Fontainebleau et j'ai trouvé la chambre vide. Dans la cuisine, Sophie m'attendait avec un thé. « Madame Geneviève, nous avons fait un changement. Vous occupez trop d'espace et nous avons besoin de la chambre pour le bureau de Thomas. Nous avons préparé la remise pour vous. C'est très confortable. » Confortable. Un vieux lit de camp, un chauffage qui fonctionnait à peine, une salle de bain improvisée avec une douche qui ne donnait que de l'eau froide. Mes affaires, photos, vêtements, souvenirs, entassés dans des cartons. La remise, où Marcel gardait ses outils et où je n'aimais jamais entrer à cause des araignées. C'était là que mon fils et sa femme voulaient que je vive. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Marcel. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait de la colère. Une colère qui grandissait en moi, mêlée à une détermination que je pensais avoir perdue. Le lendemain, je me suis réveillée avec des douleurs dans tout le corps. Le froid de la nuit avait aggravé mes rhumatismes. Je pouvais à peine me lever du lit de camp. C'est alors que j'ai entendu les voix venant de la maison principale. Sophie, Thomas et Philippe discutant d'argent. J'ai réalisé que la remise était assez proche de la fenêtre du bureau pour que j'entende tout. « Nous avons besoin de la maison comme garantie, » disait Philippe. « La banque fait pression et les clients commencent à poser trop de questions. »« Mais la maison est à mon nom, » répondit Thomas, semblant nerveux. « Si tout va mal... » »« Rien ne va mal, » la voix de Philippe s'éleva. « C'est juste un prêt temporaire. En 3 mois, nous quintuplons la valeur et remboursons tout. Ta mère ne saura jamais. »« Et si elle découvre ?» demanda Sophie. « Cette vieille est plus intelligente qu'elle n'en a l'air. » Philippe rit. « Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est pratiquement à la rue. Personne ne croira à une dame confuse et sénile. » Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. Sénile? Confuse? Moi, qui ai géré une entreprise de construction pendant des décennies, qui ai multiplié le patrimoine familial pendant que Marcel construisait les immeubles. Non, il ne me connaissait pas vraiment. J'ai attendu que tout le monde parte et je me suis traînée jusqu'à la maison, ignorant les douleurs. Dans le bureau de Thomas, j'ai fouillé dans les tiroirs jusqu'à trouver les documents que Philippe avait laissés. Relevés bancaires, contrats, promesses de rendements impossibles. C'était exactement ce que je soupçonnais, un système pyramidal. Mon gendre trompait des dizaines de personnes, y compris mon propre fils. Et maintenant, il voulait utiliser la maison, ma maison, comme garantie pour ses fraudes. Je suis retournée à la remise et j'ai pris mon téléphone portable. Il y avait un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années, mais qui était encore gravé dans ma mémoire. Charles Mercier, l'ancien associé de Marcel, notre ami de décennies, qui connaissait tous nos secrets financiers. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que votre propre fils était manipulé et que votre maison était sur le point d'être utilisée dans une arnaque? Mes mains tremblaient en composant le numéro. 3 sonneries, 4, puis la voix familière. « Allô? Charles, c'est Geneviève? J'ai besoin de ton aide. J'ai tout raconté. Le transfert de la maison, la manipulation de Sophie, ma situation. » Dans la remise, et surtout ce que j'avais découvert sur Philippe. Charles est resté silencieux pendant quelques instants. « Geneviève, tu te souviens de notre plan d'urgence, le chalet à Chamonix, les investissements au nom de la société fantôme? » Comment pourrais-je oublier? Marcel avait toujours été prévoyant. Nous avions un patrimoine inconnu de nos enfants
gardé pour les urgences, un chalet dans les montagnes, des comptes à l'étranger, des investissements sûrs, tout géré par Charles après la mort de Marcel. Oui, je m'en souviens, Charles. Tout est encore là, intact. Tu n'as pas besoin de rester dans cette remise un jour de plus. Une vague de soulagement m'a envahi, mais elle a vite été remplacée par la détermination. Je ne veux pas seulement fuir, Charles. Je veux justice. Je veux récupérer ma maison. Je veux protéger mon fils. De l'autre côté de la ligne, j'ai pu sentir le sourire de Charles. Alors faisons les choses correctement, Geneviève. J'ai quelques contacts à la police judiciaire qui enquête sur les fraudes financières. Si Philippe fait ce que tu dis, il trompe beaucoup plus de gens que Thomas. J'ai passé la nuit à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver. J'ai photographié des documents, enregistré des conversations, fait des notes détaillées. Le lendemain matin, avec les douleurs des rhumatismes qui me tourmentaient encore, j'ai utilisé le seul argent que j'avais, gardé pour prendre un taxi jusqu'au bureau de Charles. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule victime des tromperies de Philippe. Dans la salle d'attente, 3 personnes âgées attendaient avec des dossiers similaires aux miens. Tous avaient investi leurs économies dans le système de Philippe, attirés par des promesses de rendement miraculeux. Madame Dupont, Charles m'a accueillie avec une étreinte serrée. Nous constituons un dossier solide contre votre gendre. Mais j'ai besoin que vous compreniez une chose. Cela va affecter aussi votre fille et votre fils. Êtes-vous prête? J'ai regardé ces personnes âgées dans la salle d'attente. Des gens comme moi, qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une certaine dignité dans leur vieillesse et qui étaient maintenant trompés par un homme au sourire facile et aux belles paroles. Je suis prête, Charles. Il est temps de réveiller mes enfants à la vérité. Cet après-midi-là, Charles m'a emmené au chalet à Chamonix. Un endroit confortable, avec une belle vue sur les montagnes. Là, j'ai enfin pu prendre un bain chaud, dormir dans un lit, décent, et planifier mes prochaines étapes. 3 jours plus tard, l'enquête a officiellement commencé. Un commissaire de la police judiciaire spécialisé dans les crimes financiers, M. Paul Renard, est venu m'interroger. J'ai montré toutes les preuves, expliqué la situation de la maison et rapporté ce que j'avais entendu sur le prêt, utilisant la propriété comme garantie. Madame Geneviève, votre gendre est impliqué dans quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez, a expliqué le commissaire. Nous recevons des plaintes de différentes régions du pays. Il promet des rendements impossibles, manipule des relevés, utilise l'argent de nouveaux investisseurs pour payer les anciens. C'est un système classique mais bien élaboré. Et mes enfants, ils sont au courant. Mon renard a hésité. Votre fille Claire commence à avoir des soupçons. Elle nous a contactés la semaine dernière, mais n'a pas formalisé la plainte. Quant à votre fils Thomas, je crains qu'il ne soit très impliqué. Peut-être qu'il ne sait pas tout, mais il collabore. Cela m'a brisé le cœur. Mon Thomas, qui a grandi en étant un garçon honnête, était maintenant impliqué dans des fraudes. Comment n'ai-je pas vu cela avant? Je veux parler à mes enfants, ai-je décidé, avant qu'il ne soit trop tard. C'est risqué, a averti le commissaire. Si Philippe soupçonne l'enquête, il pourrait détruire des preuves ou même fuir le pays. Je serai prudente, ai-je promis, mais je dois essayer de sauver mes enfants. Ce soir-là, j'ai appelé Claire. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix basse, comme si elle ne voulait pas être entendue. « Maman, où es-tu? Thomas a dit que tu étais partie en voyage sans prévenir. »« Claire, nous devons parler. C'est à propos de Philippe. » Silence de l'autre côté, puis un profond soupir. « Tu sais, n'est-ce pas, à propos des investissements faux, des mensonges. »« Oui, ma fille. Et il y a plus. Je vis dans une remise depuis des semaines. Sophie m'a expulsée de la maison. » Claire a émis un son qui était mi-sanglot, mi-rire de désespoir. « Je m'en doutais quand je suis venue te voir et que Sophie m'a dit que tu étais sortie. J'ai vu tes affaires empilées dans la remise,
mais je n'ai pas cru que c'était possible. Comment Thomas a-t-il permis cela? Ton frère est aveuglé, ma fille, tant par Sophie que par les promesses de Philippe. Mais nous pouvons encore le sauver. Tu dois me faire confiance. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain, loin des regards de Philippe. Claire ouvrait enfin les yeux. Peut-être avait-il de l'espoir pour notre famille, après tout. Alors que je raccrochais le téléphone, j'ai ressenti une pointe de doute. Et si je faisais une erreur? Et si Thomas ne me pardonnait jamais d'avoir dénoncé son beau-frère? Et si je perdais mes 2 enfants pour toujours? Mais alors je me suis souvenu des paroles de Marcel, peu avant son départ. Geneviève, tu as toujours été la force de cette famille. Quand la tempête viendra, et elle viendra, sois le rocher qui ne bouge pas. Il était temps d'être ce rocher. Pour moi, pour les personnes âgées trompées par Philippe, et surtout pour mes enfants qui devaient être sauvés de leur propre choix. Demain serait le jour de la confrontation. J'étais prête à me battre, même si cela signifiait dormir beaucoup d'autres nuits dans cette remise froide, parce que certaines batailles valent tous les sacrifices. Le café dans la tasse tremblait avec mes mains, tandis que j'attendais dans la boulangerie du quartier Saint-Germain, loin des yeux de Philippe et Sophie. Claire est arrivée essoufflée, les cheveux ébouriffés, de profondes cernes marquant son jeune visage. Ce n'était plus la jeune femme élégante et confiante que Philippe avait transformée. C'était ma fille de retour, vulnérable et effrayée. « Maman !» Elle m'a serré fort dans ses bras, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule. « Pardonne-moi. Je ne savais pas. Pour la remise, pour tout. » Assieds-toi, ma fille. Nous avons beaucoup à nous dire. Je lui ai montré les copies des documents que j'avais rassemblés, les preuves des fraudes de Philippe, les relevés bancaires manipulés, les plaintes de clients âgés qui avaient tout perdu. Claire passait ses doigts sur les pages, l'horreur grandissant dans ses yeux. Philippe m'a dit que c'était des investissements légitimes, que nous aidions ces personnes à multiplier leur patrimoine. « Et tu l'as cru ?» ai-je demandé, sans accusation dans la voix. Elle a baissé les yeux. Je voulais y croire. Il me donnait une vie que je n'avais jamais eue. Voyages, vêtements, restaurants chers. Je me sentais importante. J'ai pris ses mains entre les miennes. Elles étaient hautes, froides et tremblantes, tout comme les miennes l'avaient été cette nuit-là dans la remise. Claire, tu es importante. Tu l'as toujours été. Tu n'avais pas besoin de Philippe pour cela. Elle a pleuré silencieusement pendant quelques minutes. Puis, comme si une décision avait été prise, elle a essuyé ses larmes et redressé les épaules. Que pouvons-nous faire pour aider Thomas? Il est complètement impliqué là-dedans, maman. Philippe l'a convaincu d'hypothéquer la maison pour couvrir un prétendu investissement. Mon cœur a manqué un battement. La maison est déjà hypothéquée. Pas encore. Les papiers sont prêts, mais Thomas hésite. Sophie fait beaucoup pression. Ils disent quoi qu'ils ont besoin de l'argent d'ici la fin de la semaine, ou ils vont tout perdre. C'était pire que ce que j'imaginais. Nous n'avions pas de temps à perdre. Claire, je travaille avec la police judiciaire. Il existe déjà une enquête en cours contre Philippe, mais nous devons agir rapidement pour sauver ton frère. J'ai expliqué le plan que j'avais élaboré avec Charles et le commissaire Renard. Claire a écouté attentivement, hochant occasionnellement la tête, posant des questions pertinentes. Ma fille intelligente était de retour. « Et toi, Claire, es-tu prête pour les conséquences? Philippe sera probablement arrêté. » Elle a respiré profondément. « J'ai déjà demandé le divorce, maman. Hier, il ne le sait pas encore. Je rassemble mes affaires petit à petit. J'ai peur de lui. » Une alarme a sonné dans ma tête. Philippe avait toujours semblé contrôlé, éduqué. Mais les pires monstres utilisent généralement les masques les plus convaincants. « T'a-t-il déjà fait du mal, ma fille?
Ses yeux ont évité les miens. Pas physiquement, mais les mots, les menaces voilées, le contrôle sur tout ce que je fais, sur qui je vois. C'est comme si j'étais dans une prison invisible. À ce moment-là, ma détermination s'est multipliée. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ma maison ou de démasquer une fraude financière. Il s'agissait de sauver mes enfants de personnes toxiques qui les détruisaient. Ce soir, ai-je décidé, nous allons les confronter ce soir avant qu'ils ne signent tout papier d'hypothèque. Et c'est ce que nous avons fait. À 19h, nous sommes arrivés à la maison, ma maison. Claire avait la clé et nous sommes entrés sans avertir. Dans la salle à manger, Thomas, Sophie et Philippe étaient réunis autour de papiers éparpillés sur la table. Quand ils nous ont vus, le choc était évident sur leur visage. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Thomas s'est levé, confus. « Et Claire, que se passe-t-il ?»« Nous sommes ici pour t'empêcher de commettre la plus grande erreur de ta vie, fils. » Ma voix est sortie ferme, sans tremblement. Je sais tout sur les combines de Philippe, sur comment vous m'avez expulsé vers la remise et sur l'hypothèque que vous planifiez. Philippe s'est levé lentement, le visage un masque, de calme qui ne correspondait pas à la tension dans ses épaules. « Madame Geneviève, je pense que vous êtes confuse. Ça doit être l'âge. Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre chambre confortable là-bas et ne vous reposez-vous pas un peu ?» Ma chambre confortable? Vous voulez dire la remise humide? Avec un vieux lit de camp? Où je suis tombée malade pendant des semaines à cause du froid? Je me suis tournée vers Thomas. Tu savais cela, fils? Que ta femme m'a mise à dormir dans la remise à outils. Le visage de Thomas a pâli. Il a regardé Sophie, qui maintenait une expression impassible, seulement un léger tremblement au coin de la bouche. Sophie a dit que tu préférais rester là-bas, que tu voulais de l'intimité. J'ai ri sans humour. De l'intimité, dans un endroit plein de fuites, sans chauffage adéquat, où je suis tombée malade d'une pneumonie? C'est l'histoire qu'elle t'a racontée? Sophie s'est levée brusquement. Thomas, ne perdons pas de temps avec ça. Ta mère est évidemment sénile, elle confabule. Et que fait Claire ici? Elle ne devrait pas être avec son mari? Claire a fait un pas en avant. J'ai demandé le divorce, Sophie, et je suis ici pour empêcher mon frère de tout perdre à cause de vous. Philippe a finalement perdu son sang-froid. Tu as fait quoi? Tu ne peux pas me quitter. Claire, pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as isolée de ma famille. Tu m'as rendu complice de tes fraudes. Tu m'as transformée en une personne que je ne reconnais même plus. La voix de Claire tremblait d'émotion, mais ses yeux restaient fermes. Thomas semblait perdu, regardant de l'un à l'autre comme s'il assistait à un match de tennis. « De quoi parlez-vous? Quelle fraude ?» C'était mon signal. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté et j'ai étalé les documents sur la table, couvrant les papiers de l'hypothèque. Ceci, fils, relevé bancaire falsifié, promesse d'investissement impossible, plainte de clients âgés qui ont perdu toutes leurs économies. Ton beau-frère gère un système pyramidal classique et veut utiliser notre maison, la maison que ton père et moi avons construite, comme garantie pour essayer de combler les trous. Philippe s'est avancé vers moi, le visage déformé par la colère. « Vieille fouineuse, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » Thomas s'est placé entre nous. « N'ose pas parler comme ça à ma mère. » Il a pris quelques-uns des documents, les analysant rapidement. « C'est vrai, Philippe? Tu escroques ces gens? » Bien sûr que non. Ce sont des investissements à haut risque. C'est normal d'avoir quelques pertes temporaires. Et la maison est juste une garantie, nous ne la perdrons jamais vraiment. Comme nous avons perdu l'appartement à Neuilly, a interrompu Claire, ou la voiture que tu disais être à nous, mais qui était au nom d'un prête-nom. Philippe, j'ai vu les documents. Je sais que nous sommes ruinés. Je sais que nous utilisons l'argent de nouveaux clients pour payer les anciens. C'est à ce moment que le téléphone portable de Philippe a sonné. Il a répondu, s'éloignant un peu. Son visage a encore plus pâli.
Comment ça, la police est dans l'entreprise? Qui a autorisé? Ne les laisse toucher à rien. J'arrive. Quand il a raccroché, son regard était de pure haine. Qu'avez-vous fait? Ce que nous aurions dû faire il y a longtemps, ai-je répondu calmement. La police judiciaire enquête sur tes combines depuis des semaines, Philippe. En ce moment même, ils confisquent tous les documents de ton entreprise. C'est fini. Le chaos qui a suivi a été rapide et intense. Philippe a tenté de fuir, mais 2 policiers en civil qui étaient de garde à l'extérieur l'ont arrêté. Sophie criait, oscillant entre menaces et supplications. Thomas était sous le choc, assis sur la chaise, regardant les documents comme s'il ne pouvait pas y croire. « Comment savais-tu tout cela, maman » a-t-il finalement demandé, la voix presque un murmure. J'entendais vos conversations à travers la fenêtre du bureau qui était proche de la remise. Et je sais reconnaître des chiffres faux quand je les vois. N'oublie pas que c'est moi qui ai géré l'entreprise de construction de ton père pendant 30 ans. À ce moment, le commissaire, Renard est entré dans la pièce. « Madame Geneviève, nous avons besoin de votre témoignage formel, et de celui de vos enfants aussi, s'ils peuvent nous accompagner au commissariat. » Les heures suivantes ont été épuisantes. Témoignages, documents à signer, questions sans fin. Quand nous avons finalement été libérés, il était déjà plus de minuit. Philippe est resté en détention, ainsi que 3 de ses associés. Sophie, bien qu'elle n'ait pas été arrêtée, était sous enquête pour complicité possible. Thomas m'a ramené à la maison, à ma vraie maison. Sans dire un mot, il m'a conduite jusqu'à la suite principale. « Cette chambre a toujours été la tienne, maman. Je te demande pardon d'avoir permis que Sophie te traite de cette façon. Je ne savais pas pour la remise. Elle m'a dit que tu avais choisi d'y rester, que tu aimais l'intimité. Et tu l'as cru? Que je préférerais une remise humide à la maison que j'ai construite? » Il a baissé les yeux, honteux. Je voulais croire à beaucoup de choses, à Sophie, à Philippe, à la possibilité de devenir riche rapidement sans le travail acharné que j'ai vu toi et papa faire toute votre vie. Je me suis assise sur le lit, mon lit, et j'ai senti le matelas moelleux sous mon corps fatigué. Ton père et moi avons travaillé dur, oui, mais nous n'avons jamais trompé personne, jamais compromis nos valeurs pour obtenir ce que nous voulions, et regarde tout ce que nous avons réussi à construire. Thomas s'est assis à côté de moi, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Penses-tu qu'un jour, tu pourras me pardonner? Et vous pourriez-vous pardonner à un fils qui a permis que vous dormiez dans une remise pendant qu'il vivait confortablement dans la maison que vous avez construite? J'ai regardé mon fils, mon garçon qui était maintenant un homme plein de défauts et de regrets, et j'ai vu en lui le même regard perdu que Marcel avait quand il commettait une erreur et venait me demander conseil. Le pardon est un processus, Thomas. Ça ne se produit pas du jour au lendemain. Mais nous sommes une famille, et les vraies familles retrouvent le chemin les unes vers les autres, même après les pires tempêtes. Il m'a serré dans ses bras, sanglotant comme quand il était enfant, et avait peur du tonnerre. J'ai laissé couler ses larmes, qu'il libère toute sa culpabilité et son regret. Dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Philippe a été formellement inculpé pour divers crimes financiers. Les enquêtes ont révélé que son système avait lésé plus de 200 personnes, principalement des personnes âgées, pour des valeurs dépassant 10 millions d'euros. Sophie, bien qu'elle ait essayé de se faire passer pour une victime, a fini par avouer qu'elle savait tout et avait aidé à recruter de nouveaux investisseurs. Thomas, malgré son nom lié à l'entreprise de Philippe, a réussi à prouver qu'il commençait tout juste à s'impliquer et n'avait pas une connaissance complète des fraudes. Néanmoins, il a dû assumer une partie de la responsabilité civile, ce qui a signifié vendre certains biens pour aider à la restitution aux victimes. La maison, cependant, est restée intacte. Comme elle n'avait jamais été hypothéquée, elle n'est pas entrée dans le processus.
Thomas a insisté pour la remettre à mon nom. Elle est à toi de droit, maman. Elle l'a toujours été. Claire a déménagé dans un petit appartement au centre-ville où elle a commencé à reconstruire sa vie. Elle a repris ses études, renoué avec d'anciennes amitiés que Philippe avait éloignées et peu à peu retrouvé sa confiance en elle. Quant à moi, je suis retournée dans ma suite. La remise a été rénovée et transformée en une petite bibliothèque où je passe maintenant des heures à lire et occasionnellement à regarder par la fenêtre, me souvenant de ces nuits froides qui, ironiquement, ont réchauffé ma détermination. Charles continue d'être mon fidèle ami et conseiller. C'est lui qui a suggéré que je raconte mon histoire pour alerter d'autres personnes sur la façon dont les familles peuvent être détruites par l'avidité et les apparences. Aujourd'hui, 6 mois après cette nuit de confrontation, nous commençons à reconstruire notre famille. Ce n'est pas facile. Il y a des cicatrices qui ne disparaîtront peut-être jamais complètement. Thomas lutte encore contre la culpabilité. Claire a encore des cauchemars sur son mariage avec Philippe. Et moi, je me surprends encore à regarder la remise parfois, me rappelant comment je me suis sentie petite et jetable. Mais je me souviens aussi comment cet endroit m'a rendu quelque chose que j'avais perdu après la mort de Marcel. Ma force, mon courage, ma capacité à lutter pour ce qui est juste. Ce matin, j'ai reçu une lettre. C'était d'une dame nommée Élise, une des victimes de Philippe. Elle m'a écrit pour me remercier d'avoir dénoncé le système avant que plus de personnes ne soient déplaisées. Elle m'a raconté qu'elle utilisait l'argent de l'indemnisation pour rendre visite à sa fille au Canada. Un rêve qu'elle avait reporté pendant des années. « Vous avez sauvé plus que des économies », disait la lettre. « Vous avez sauvé des rêves et des dignités. » Assise sur la terrasse, avec la lettre d'Élise dans les mains, j'observe le jardin que j'ai replanté. Les rosiers commencent à fleurir à nouveau. Certaines plantes ne survivent pas à l'hiver, mais les plus fortes, celles avec des racines profondes, resurgissent encore plus belles au printemps. C'est ainsi que je me sens aujourd'hui. Comme un rosier qui a survécu à l'hiver le plus rigoureux et qui fleurit maintenant avec des couleurs plus vibrantes. La remise ne m'a pas brisée. Au contraire, elle m'a fait redécouvrir la femme que j'ai toujours été, déterminée, intelligente, capable d'affronter des tempêtes. Thomas apparaît sur la terrasse, m'apportant un café. Son visage porte encore les marques de la culpabilité, mais ses yeux ont un nouvel éclat, une détermination qui me rappelle Marcel. Il s'assoit à côté de moi, en silence pendant quelques minutes, contemplant simplement le jardin avec moi. « Tu sais, maman, papa disait toujours que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Je ne comprenais pas complètement ce qu'il voulait dire. Je pensais que la force concernait les muscles, imposer le respect, ne jamais montrer de faiblesse. Maintenant, je comprends que la vraie force concerne la résistance, le maintien de ses valeurs, même quand tout semble s'effondrer autour de soi. » Je souris, touchant sa main. « Ton père était un homme sage. Et tu apprends, fils. Nous apprenons, tous, chaque jour. » À l'horizon, le soleil commence à se coucher, lançant des tons dorés sur le jardin. La vie n'est pas parfaite. Elle ne l'a jamais été. Nous avons encore beaucoup de défis devant nous, beaucoup de blessures à guérir. Mais nous sommes à nouveau ensemble, une famille imparfaite, pleine de cicatrices et de regrets, mais aussi d'amour et d'espoir. De la remise froide à la maison récupérée, mon voyage n'a pas seulement concerné des murs et des toits. Il s'agissait de redécouvrir ma valeur, de lutter pour la justice, de protéger ceux que j'aime, même quand ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'être protégés. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour se lever et lutter pour ce qui vous appartient de droit,